La haine ne construit pas un État, mais la paix construit des nations. Grand Angle analyse et commente des événements en Afrique. Une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique et au Sahel en particulier. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation politique et sécuritaire en Libye. Il est intitulé « Bruit de bottes en Libye ». Pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Montréal le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire et auteur de plusieurs ouvrages. Le docteur Ahmed Ben Saada est connu pour être un observateur avisé de la scène politique africaine. Bonjour docteur Ben Saada, merci d'être avec nous. Bonjour monsieur Sherpaoui. Bonjour à vous, merci docteur Ben Saada. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Grand Angle. Le plaisir est partagé. Merci, Dr Ben Saada. Alors, il y a aussi avec nous en direct depuis Tunis, Mourad Slami, journaliste et éditorialiste. Alors, Mourad Slami travaille beaucoup sur la Libye, pays où il se rend régulièrement. Bonjour, Mourad Slami. Bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à travers vous, nous saluons tous nos frères et sœurs tunisiens. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mourad Slami. Comme à chaque numéro, nous serons également accompagnés dans ce numéro dédié à la situation politico-sécuritaire en Libye par notre confrère Moukran Etouarabi. Bonjour Moukran Etouarabi. Bonjour à tous vos invités, à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous, Moukran Etouarabi. Alors bonjour messieurs, la bienvenue à vous tous. Alors nous rentrons directement dans le vif. Alors depuis le renversement par les Occidentaux du régime de Muammar el-Kadhafi en 2011, la Libye est devenue un terrain de conflit où s'affrontent différentes factions armées locales et de nombreux pays étrangers. La situation, loin de s'apaiser, continue de se détériorer, menaçant non seulement la stabilité du pays, mais aussi toute la région. Ces derniers jours, les risques de chaos ont ressurgi en Libye, à la suite de nouvelles manœuvres militaires conduites par les troupes du camp de Khalifa Haftar, commandant de l'autoproclamée armée nationale libyenne en direction d'une zone du sud-ouest à la frontière algérienne, contrôlée jusque-là par le gouvernement de Dbeiba basé à Tripoli. Alors ces manœuvres rappellent de tristes souvenirs. Alors, avant de rentrer dans le vif du débat, messieurs, je vais adresser ma première question à notre ami le docteur Ahmed Ben Saada, qui est en direct depuis Montréal. Ahmed Ben Saada, pouvez-vous nous rappeler d'abord qui est le maréchal Khalifa Haftar et pourquoi la Libye se trouve dans la situation où elle est actuellement? Alors, très vaste programme pour définir qui est le général ou le maréchal actuellement Khalifa Haftar. En fait, c'est un officier supérieur de l'armée libyenne qui a en fait participé au coup d'État qui a mené Kadhafi au pouvoir en 1969. Il a été nommé par le colonel Kadhafi comme commandant d'une armée dans le conflit. Monsieur Ahmed Ben Saada, docteur Ahmed Ben Saada, alors nous avons un tout petit problème technique, alors donnez-nous 1 minute pour le régler et nous revenons très très vite vers vous. Entre-temps, je redistribue la parole à notre ami et confrère Mourad Slami qui est en direct depuis Tunis. Donc, Mourad Slami, le maréchal Haftar a ordonné un mouvement de troupes, à son armée. Il a ordonné à son armée de faire mouvement sur l'ouest de la Libye, particulièrement en direction de la région de Dames. Alors, quels sont les objectifs avoués et inavoués de cet ordre donné par Haftar? D'abord,
comment il justifie d'abord ce mouvement, Mourad Sellami? Ben, Khalifa Haftar justifie. D'ailleurs, il y a eu un communiqué de l'autoproclamée armée nationale libyenne, et Ahmed Masmeri, le porte-parole, a déjà déclaré qu'il ne vise pas la frontière algérienne, il vise à protéger la partie sud, plutôt leur frontière avec le Niger et le Tchad. Oui. Et si l'on comprend plus largement cette justification, disant ce qu'il y a derrière cette justification, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Niger a changé de bloc sur le plan stratégique, puisqu'il est passé du côté russe. Oui. Donc, ce sont les Wagner qui se sont installés au Niger. Oui. Et il y a une base au nord du Niger qui était entre les mains de l'armée américaine et qui est passée en ce moment aux mains des Wagner. Donc c'est la base vous parlez certainement de la base d'Agadez, la base 201. Oui, la base qui abritait des drones Reaper américains. Voilà, exactement. Donc, du coup, si on fait une lecture plus stratégique, il me semble que il voulait faire une connexion avec le Niger. Donc, il fallait protéger cette frontière entre le Niger et la Libye, et le Tchad et la Libye. Et par ailleurs, il y a eu des combats, en effet, il y a des troupes, ils venaient, disons, de déclarer des combats il y a 3 jours entre le bataillon de 208, il me semble, de l'armée libyenne, et des forces installées sur ces frontières. Donc l'idée, c'est de maîtriser, plutôt bien maîtriser les frontières, parce que entre nous, au sud, même l'armée de Dbeibeh n'était pas présente. Oui. Il y avait sur le terrain quelques milices locales, soit à Rat ou à Oubari, c'est quelques milices locales, même à Sebha. Oui. Juste les troupes locales de Sebha étaient un peu plus formées. D'ailleurs, les miliciens du Tchad, plusieurs groupes militaires du Tchad s'installaient à Omlaran, qui est à quelques dizaines de kilomètres au sud de Sebha. Oui. Donc le sud n'était pas vraiment contrôlé par les officiels, disons, de l'armée libyenne, aussi bien de celle de Haftar ou de Dbeibeh. Oui. Donc du coup, c'est plutôt ces renversements d'alliances qui se sont faits dans les pays africains, et cette idée d'installer une prolongation de ces alliances avec la Russie qui est plutôt derrière cette décision. Cette décision, oui, parce que... Mais moi, Mourad Sellami, j'ai envie de vous dire que bon, c'est un argument qui est officiellement avancé par le gouvernement de l'Est de la Libye pour justifier ce mouvement militaire, mais je suis tenté de dire aussi que c'est un argument, l'argument du changement d'alliance ne se tient pas beaucoup, parce que, alors, on assiste là, vous avez le Niger, un pays qui a décidé de déconstruire son alliance avec les Occidentaux, particulièrement avec les Américains et les Français, et de construire une nouvelle alliance avec les Russes, et avec dont le fer de lance donc de cette nouvelle alliance, c'est un peu les éléments de Wagner. Mais bon, rappelons aussi aux auditeurs d'Ifriqiya FM que Haftar est aussi un allié des Russes et se fait aussi aider par les Wagner. Donc, à la limite, l'arrivée des Russes au Niger travaille plus les intérêts de Haftar qui ne les dessert.
après, l'argument de la sécurité aux frontières, à mon avis, est plus recevable que celui du changement d'alliance. Il est vrai que le nord du Niger, qui correspond au sud de la Libye, est une zone grise. Il y a la fameuse passe Salvador qui est utilisée par les groupes terroristes et par les narcotrafiquants, etc., pour s'imposer dans la région, pour faire le commerce de la drogue, du trafic d'armes, etc. Et il est vrai que le sud de la Libye est une zone extrêmement, la situation dans le sud de la Libye est une situation extrêmement volatile. Mais Mourad Sellami, au-delà de l'argument du changement d'alliance, au-delà de l'argument de la sécurisation de la frontière méridionale de la Libye et de sa frontière ouest avec l'Algérie, alors que bon, pour la frontière ouest, même si elle n'est pas sécurisée du côté libyen, elle l'est du côté algérien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres objectifs pour ce mouvement de troupes, surtout que on a l'impression qu'il vise particulièrement une région qui est celle d'Ordames. On sait tous qu'il y a un aéroport à Ordames, on sait tous qu'il y a des puits de pétrole à Ordames, on sait tous qu'il y a une frontière avec l'Algérie qui n'est pas très loin de la frontière aussi entre la Libye et la Tunisie. Oui, ça c'est certain. Il y a d'autres données dans cette équation libyenne. Et il ne faut pas oublier que ce mouvement-là a été accompagné d'autres mouvements sur la scène libyenne. Oui. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur la scène libyenne ces derniers temps? Il y a les Égyptiens qui ont reçu le chef du gouvernement de l'Est, Hamed, pour une première fois. Oui, ce qui a suscité la colère du gouvernement de Tripoli, d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, et pourquoi toutes ces données? Il y a donc les mouvements de troupes, la réception par l'Égypte du gouvernement Hamed et des querelles qui ont été soulevées concernant la gouvernance de la Banque centrale libyenne. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que le Kbir, qui était dans le temps, qui était en 2017 et en 2016, plutôt contesté par le clan Haftar, c'est plutôt maintenant le clan Haftar qui soutient le gouverneur de la Banque centrale libyenne, oui. Et c'est le gouvernement de Dbeibeh et le conseil présidentiel d'El Menfi qui veulent le déloger. Oui. Pourquoi tout ça a été fait? Il y a une donnée qui est actuellement absente dans les médias, c'est que la première note qui a vraiment fait mal à Dbeibeh, c'est la décision faite par Sadiq el-Kbir de répartir le budget libyen entre l'Est et l'Ouest. Et là encore, c'est une première. Oui, et pourquoi Sadiq el-Kbir a pris cette décision? C'est sur un ordre des Américains. Oui. Les Américains ne veulent pas que l'Est tombe aux mains du clan Haftar et de ses alliances, c'est-à-dire Wagner et autres. Pour préserver le clan de l'Est, il fallait leur injecter de l'argent. C'est ça. Donc les Américains ont donné l'ordre, ont influencé ce Kbir pour qu'il décide de cette répartition. Ce qui n'a pas plu à Dbeibeh, et d'où cette levée de bouclier à Tripoli. Voilà, cette levée de bouclier à Tripoli. Si on la relie avec les mouvements de troupes, peut-être que Haftar essaie de cerner Tripoli, oui. S'il obtient l'aéroport d'Ordames, oui. Finalement, il se protège contre, s'il a en tête une nouvelle guerre de Tripoli, il essaie d'avancer ses pions. De mettre sous contrôle tous les aéroports du Sud. Oui. Il ne reste que l'aéroport qui est
Oui. J'ai oublié son nom, qui est sur... C'est pas grave, de toute manière, nous allons revenir, sur les objectifs de ce mouvement de troupes. Mais entre-temps, comme nous avons rétabli la ligne avec notre consultant qui est à Montréal, Ahmed Ben Saada, donc nous allons reprendre l'émission par là où nous l'avons commencé. Allô, Ahmed Ben Saada, vous êtes avec nous, vous nous entendez bien? Alors, moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez bien, vous? Bon, pas très bien. Je suis au regret de vous le dire que la ligne est un peu chahutée. Okay. Voilà. Donc, nous allons quand même continuer. Bon, alors, Ahmed Ben Saada, vous disiez que le maréchal Khalifa Haftar est un ancien compagnon de Muammar al-Gaddafi. Il a contribué au renversement de la monarchie libyenne et c'est quelqu'un qui a beaucoup pesé dans le système Kadhafi avant qu'il ne soit récupéré par les Occidentaux après la guerre du Tchad. Exactement. Donc après la guerre tchado-libyenne, oui. Sur une bande frontalière qu'on appelle la bande d'Aouzou, qui est une région très riche en uranium et en métaux rares. Oui. Il a fait une guerre qui a duré 7 ans contre les troupes de Hissène Habré dans le temps. Et malheureusement, après 7 ans, les troupes de Hissène Habré qui étaient donc épaulées par les forces françaises, la CIA, le Mossad, etc., ils ont vaincu le général Haftar. Et donc, l'histoire de la guerre contre le Tchad a pris fin en mars 1987 à Wadi Doum, où ils ont reçu une raclée de la part des forces tchadiennes. Et Khalifa Haftar s'est fait prisonnier. Ça a été désavoué par le colonel Kadhafi dans le temps. Il s'est retourné, donc il a été récupéré par les forces occidentales en fait. Oui. Et il a été soutenu par le Tchad, par la CIA, par l'Arabie Saoudite, et il constitua en 1988 ce qu'il appelle l'armée nationale libyenne, l'aile militaire du Front National pour le salut de la Libye. Oui. Alors je rappelle que cette dénomination armée nationale libyenne, c'est ce qu'il a gardé actuellement. Actuellement, il appelle son armée l'armée nationale libyenne. C'est un vestige de de l'aile militaire du FNSL. Oui. Ensuite, par la suite, quand Idriss Déby est venu au pouvoir, il était en fait en très bon terme avec le colonel Kadhafi. Donc les troupes de Haftar, à peu près, on les compte à peu près à 500 militaires, ont été exfiltrés du Tchad par les États-Unis et le maréchal dans ce temps-là, le général Haftar, s'est retrouvé aux États-Unis, bien protégé par la CIA. Et il vivait dans une ville très proche du quartier général de la CIA, près de la ville de Langley. Et il vivait apparemment une très belle vie parce qu'il était sous les soins de l'administration américaine. Dès qu'il y a eu la chute, donc le printemps, ce qu'on a appelé le printemps, entre guillemets, le printemps arabe en Libye, oui. Il a été réinjecté par les Américains en Libye. Alors je rappelle que d'après des témoignages, donc des articles très, très sérieux du Washington Post et du New York Times, le maréchal Haftar a la nationalité américaine. Il est citoyen américain. Il a la citoyenneté américaine. Donc voilà, donc c'était toute l'histoire. C'est un militaire qui a travaillé avec Kadhafi, qui s'est soulevé contre lui, oui. Qui a été exfiltré par les Américains et qui est revenu par la grande force lorsque il y a eu la chute de la Libye, justement, à cause de l'intervention de l'OTAN en 2011. Oui.
Et entre-temps, Ahmed Ben Saada, alors du camp occidental, aujourd'hui, le Khalifa Haftar change de camp. Il se retrouve dans celui composé par les Émirats, l'Égypte, la Russie. Alors, Haftar actuellement est soutenu directement donc par la Russie, par l'Égypte, par les Émirats, apparemment aussi par l'Arabie Saoudite et la France, plus ou moins indirectement. Oui, plus discrètement. Mais je dirais que les USA aussi ont une main derrière Haftar. Il ne faut pas la négliger. Il travaille très en douce, mais je ne pense pas que Haftar, avec la citoyenneté américaine, puisse se défaire justement de la tutelle américaine, ça c'est certain. Mais bon, c'est très tournoi, cette relation est trop tournoise. Mais elle existe en coulisses. Oui. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Alors, nous arrivons pratiquement à la moitié de l'émission. Donc, c'est une... Oui, bon, alors on m'indique derrière la vitre que nous pouvons continuer. Il n'y aura pas de pause. Donc, mon problème est... Oui, alors mon Moukhlana Touarabi, nous venons de pratiquement de planter le décor. Alors le docteur Ahmed Ben Saada, qui est en direct depuis Tunis, nous est revenu un peu sur le parcours de ce personnage qui est Khalifa Haftar, qui commande l'autoproclamée armée nationale libyenne qui est basée à l'est du pays. Donc son armée, ou appelons les choses comme ça, contrôle une grande partie de l'est de la Libye. Elle contrôle aussi une grande partie du sud libyen. Mourad Slami, avec Mourad Slami, nous avons commencé aussi à décrypter, à analyser ce qui pourrait éventuellement se cacher derrière l'ordre qui a été donné à cette armée de faire mouvement sur l'ouest du pays et de prendre le contrôle de certaines localités. Alors, le problème avec la Libye, c'est que à chaque fois qu'on se dit peut-être qu'un accord va être trouvé, que la réconciliation va être mise en place pour permettre justement à la Libye de sortir dans la crise dans laquelle elle se débat depuis maintenant 13 ans. À chaque fois qu'on se dit ils vont peut-être réussir à organiser des élections pour donner un leadership légitime à la Libye, on retombe, ce pays retombe dans ses travers. Ce pays, à chaque fois, s'enfonce dans la crise. Et aujourd'hui, c'est l'inquiétude, elle est là. Beaucoup d'observateurs craignent que la Libye soit encore à l'orée d'une nouvelle guerre civile. Il y a de grosses inquiétudes en ce moment, malgré les assurances données par le camp de Haftar. Tout à fait. D'ailleurs, l'armée du gouvernement d'Union nationale est en état d'alerte depuis le 8 août. Depuis donc les premiers pas effectués par les troupes de Haftar vers le sud-ouest de la Libye, donc dans une zone qui est censée être contrôlée par le gouvernement d'Union nationale libyen qui est donc basé à Tripoli. Ce mouvement, bien évidemment, inquiète au niveau de Tripoli. Il y a eu d'ailleurs des appels de responsables libyens de Tripoli aux responsables de l'autre camp, donc à Benghazi, pour avoir des explications sur les intentions. Il est vrai que jusqu'à maintenant, les intentions affichées, exprimées par le camp Haftar, c'est de sécuriser la frontière sud et de renforcer un peu la frontière ouest, qui est, je pense, à mon avis, largement sécurisée du côté algérien. Oui. Mais à mon avis, on rappelle Moukhlana Touarabi qu'il y a un passage stratégique au niveau de la frontière algéro-libyenne, c'est le passage de Bdab, effectivement, qui n'est pas ouvert, mais qui est stratégique. Qui est stratégique, effectivement.
Je pense que ce mouvement de troupes obéit à cette volonté du clan Haftar de renforcer le contrôle sur une partie du territoire ouest, sachant que déjà il contrôle largement l'est et le sud de la Libye. Et c'est visé sur notamment le périmètre de Radamès, sachant que ces troupes sont actuellement à Al-Hamad al-Hamra, qui est une zone riche en gaz. Il y a un grand gisement. Un grand gisement. Pétrole, et on donne des estimations quand même assez, qui ne sont pas encore prouvées, mais qui sont quand même assez importantes. On parle de 3000 milliards de mètres cubes de gaz qui seraient dans le sous-sol de cette zone. Sachant que le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le pétrole, et c'est le gaz aussi, qui contrôle en Libye les gisements de gaz, donc dispose de suffisamment de pouvoir pour pousser, c'est pour justement obliger la communauté internationale et les puissances à se mettre à la table de la négociation. C'est une carte qu'il est en train de jouer. Il essaye donc de contrôler encore, de gagner d'abord plus de territoire en avançant vers le sud-ouest, et de là il pourrait facilement progresser vers le nord-ouest, donc vers Tripoli, même si l'objectif immédiat ce n'est pas ça, mais on sent quand même qu'il y a un encerclement. Voilà, il y a une forme d'encerclement donc du gouvernement de Tripoli. C'est une nouvelle stratégie qui semble avoir été mise en place depuis plusieurs mois, sachant que Khalifa Haftar a pris le soin d'effectuer des changements au sein de la hiérarchie militaire, en plaçant ses enfants, et en commençant par son fils Khaled, qu'il a placé à la tête des services de sécurité, notamment la brigade Khaled Ben Walid, qui est la plus puissante unité de l'armée nationale libyenne, autoproclamée armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Il a aussi placé son autre fils Saddam à la tête des forces terrestres en février dernier. Je crois qu'il est chef d'état-major maintenant. Il y a aussi d'autres proches qui font partie de sa famille, qu'il a placé un peu partout. En plus de ses enfants, il y a ses cousins, son gendre, qui occupent des postes clés au sein de cette armée nationale libyenne. Donc, en changeant cette hiérarchie, il a sécurisé tous les postes clés de cette armée pour justement mettre en œuvre ses objectifs, qui sont justement de prendre le contrôle de larges portions du territoire libyen pour s'imposer comme l'acteur majeur le plus fort dans des négociations futures, pour imposer sa feuille de route. Merci beaucoup, Mkran Etouarabi, pour cet éclairage. Mourad Slami, vous êtes toujours avec nous depuis Tunis ? Ouais. Alors notre confrère Mkran Etouarabi explique que le mouvement de troupes des forces de Haftar vers l'ouest de la Libye pourrait s'expliquer par la volonté de Haftar d'imposer un nouveau rapport de force sur le terrain, afin de pousser la communauté internationale à renégocier les termes de l'accord conclu en 2001 sous l'égide de l'ONU. Vous en pensez quoi? Non, je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, je renforce ce raisonnement en disant que c'est vrai que l'argent est une nerf de guerre, mais selon les données en disposition, les Libyens sont en train de vendre du carburant au Tchad et au Niger par voie terrestre. Et ce sont les troupes de Haftar qui sécurisent les transferts de ce carburant
vers ces deux pays. Oui. D'ailleurs, ça justifie aussi, ça pourrait justifier aussi la sécurisation des frontières, parce que pour pouvoir passer plusieurs locomotives, il faut de la sécurisation. Oui, oui. Et cette sécurisation, il faudrait que l'on passe par des zones safe, quoi. Des zones contrôlées par les forces du maréchal Haftar. Et l'argent pourrait en ce moment-là lui bénéficier. Voilà, il ne va pas passer par la Banque centrale et l'entreprise nationale de pétrole. Il va aller directement vers la trésorerie de Haftar. De toute façon, la trésorerie de Haftar a toujours été garnie par des trafics, soit humains ou de contrebande de pétrole. Oui, oui. Donc, dans ce sens-là, oui. Oui. Il y a derrière ces mouvements, il y a ce qui est apparent, il y a ce qui peut être caché. Ce qui peut être caché est divers. Oui. C'est-à-dire aussi bien l'argent que le politique, que l'on cerne Tripoli, que l'on table sur que les gens de la montagne peuvent changer d'alliance. Les gens de Oussama Jouili qui a toujours changé d'alliance entre Tripoli et l'Est. Il y a les gens de Misrata. Donc, il y a plusieurs données et ça ne pourrait que servir le clan Haftar dans son positionnement sur la scène libyenne. Et il y a aussi l'affaiblissement de Dbeiba aussi. Exactement. Dbeiba, oui, on sent que de temps à autre, il y a des mouvements aussi bien à Zaouia qu'au sein de Tripoli même. Donc on sent qu'il est vraiment adossé à des milices et donc face à cet affaiblissement, Haftar pourrait se montrer comme quelqu'un de fort, d'organisé, sur qui on peut compter, en d'autres termes, en termes politiques, pour ces puissances qui cherchent la stabilité. Sur nous, vous pouvez compter. C'est ça le message que veulent passer les gens de Haftar. De Haftar, Merci beaucoup, Mourad Slami. Alors, nous n'avons pas beaucoup donné de temps de parole à notre ami, le docteur Ahmed Ben Saada, qui est en direct depuis Montréal. Bon, nous avons une petite excuse, la ligne n'était pas très bonne, mais là, on vient de me dire que nous avons bénéficié d'une nouvelle ligne, donc nous espérons l'entendre beaucoup mieux. Le docteur Ahmed Ben Saada, vous êtes là? Oui, je suis toujours là. C'est magnifique, là, on vous entend 5 sur 5, c'est très très bien. Magnifique. Magnifique. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, la décision, l'ordre donné par Haftar à ses troupes de faire mouvement vers l'ouest de la Libye intervient dans un contexte particulier. Alors, il intervient à un moment où il n'y a pas d'envoyé spécial de l'ONU en Libye. Alors, on se rappelle tous que Abdoulaye Batili, qui était chargé de faire ce travail et de réconcilier les Libyens, a démissionné parce que, les gens ne voulaient pas, disons les choses triviales, ne voulaient pas jouer le jeu. Maintenant, aujourd'hui, la crise libyenne est dans une impasse, elle est dans une forme de statu quo. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le maréchal Haftar profite de cette impasse, de l'absence d'un envoyé spécial? Il y a aussi un contexte très délétère au Sahel, il y a une guerre au Soudan, il y a une recrudescence du terrorisme au Sahel, il y a la guerre en Ukraine, il y a le génocide qui se poursuit à Arza. Est-ce que vous ne pensez pas que Haftar veut profiter de tout ce contexte-là pour non seulement consolider ses bases, gagner du territoire et pourquoi pas refaire le coup de 2019 qui a consisté à essayer de prendre Tripoli par la force? Est-ce qu'on n'est pas à l'orée d'un nouveau conflit? Est-ce que Rdames, qui est un aéroport contrôlé par le gouvernement d'union nationale, n'est pas un casus belli? Est-ce qu'on ne pourrait pas... est-ce que la situation ne peut pas dégénérer très vite? Il y a d'abord une inquiétude à la fois en Libye, mais aussi au niveau international.
Alors c'est très sûr que ce que vous dites est très juste dans la mesure où la situation en Libye est complètement indissociable de ce qui se passe dans la région. Et le maréchal Haftar a très bien compris cela. Je rappelle que même les médias occidentaux, par exemple dans un journal allemand, on disait que la Libye est au bord du gouffre. Hier, dans un article d'hier, les spécialistes aussi s'inquiètent du fait que la Libye, avec ce mouvement militaire vers justement Radamès, pouvait faire de la Libye un État complètement mafieux et très insécure. Oui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le maréchal Haftar profite justement de ce réorganisation, de réorganisation, surtout avec l'Alliance des États du Sahel, par exemple, où il semblerait qu'il y ait des accords avec eux. Et en fait, on pourrait très bien comprendre que l'aéroport de Radamès pourrait justement servir à avoir des relations beaucoup plus intéressantes entre le maréchal Haftar et le Mali et le Niger. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en fait le dénominateur commun entre tout ce beau monde, c'est-à-dire qu'on passe au Soudan, en Libye, au Mali, et au Niger et au Tchad, le dénominateur commun, c'est Wagner et c'est les Émirats qui les payent. En fait, les Émirats ont mis leurs pieds dans cette région. Ils payent donc les milices de Wagner, et aussi, je rappelle aussi qu'ils ont payé aussi des mercenaires qui ont aidé justement Haftar à gagner du terrain. Les milices étaient entre autres des milices janjaouides du Soudan, et aussi des milices du Tchad, par centaines et voire par milliers qui ont aidé Haftar pendant très longtemps, et qui étaient payés par les Émirats. Je rappelle que les Émirats ont fait des appels d'offres pour des personnes qui devaient aller travailler aux Émirats et qui se sont retrouvées incorporées dans l'armée de Haftar. Donc tout ça est un imbroglio. Donc on assiste actuellement, à mon avis, à un réalignement dans le sud de la Libye, et le maréchal Haftar profite justement de la faiblesse, je dirais, de l'ONU actuellement. L'ONU n'a plus de poids, n'a plus rien. En fait, c'est le règne de la force actuellement qui décide de tout. On l'a vu au Sahara occidental, on l'a vu à Gaza, et là on le voit aussi en Libye, qui est en fait un pays qui est un peu complètement un chaos total. Autre élément important dans l'analyse, il faut savoir que Haftar a des relations avec Israël, et cette relation avec Israël s'est faite grâce aussi par le biais des Émirats. Nous savons que Saddam Haftar, celui qui mène actuellement les troupes dans le sud de la Libye, est allé, on l'a aperçu à l'aéroport Ben Gurion, on l'a aperçu à 2 reprises, en 2021, et peut-être même après, parce qu'on c'est des choses qu'on ne sait pas, mais c'est sûr qu'à 2 reprises il est parti, qu'il a rencontré le Mossad, et qu'il a, dans les journaux, alors ce sont les journaux israéliens qui le disent, il a demandé de l'assistance militaire et diplomatique en échange de la reconnaissance d'Israël. Donc c'est tout ce millimélo qui fait que actuellement le maréchal Haftar a repris du poil de la bête, et il essaye en fait de prendre le maximum de terrain et d'essayer d'encercler en fait le gouvernement de l'Ouest et le gouvernement de Tripoli. Donc c'est une très bonne carte que joue Haftar. La seule chose que j'aimerais qu'on aimerait lui dire, c'est de ne pas trop s'approcher, des frontières algériennes, et de ne pas causer de problèmes avec les frontières algériennes, parce que je pense qu'il se retrouverait dans de mauvais draps actuellement. Voilà.
Oui, il pourrait se retrouver dans de mauvais draps parce que les frontières algériennes sont extrêmement bien surveillées et cet avertissement s'adresse à tous les ennemis de l'Algérie. Mais vous conviendrez avec moi, Dr Ben Saada, alors il nous reste, mais réellement c'est une minute et demie d'antenne. Comme nous vous avons pas beaucoup donné la parole, donc nous vous donnons le plaisir de terminer l'émission. Mais en cas de reprise des hostilités en Libye, toute la région risquerait aussi d'en souffrir, Dr Ben Saada. Ah bah c'est sûr et certain, on aura des problèmes probablement à l'intérieur de la Libye, mais probablement aussi avec dans la frontière du Mali, oui, du Niger, du Tchad. La position de la Libye est une position extrêmement stratégique dans les pays du Sahel. Et moi, j'aimerais lui dire, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste il nous reste 30 secondes. 30 secondes. Alors, ce que notre ministre des Affaires étrangères a dit, il a dit qu'il appelle les frères libyens à faire preuve de sagesse et de retenue. Oui. Il faut unifier les institutions libyennes à travers des élections libres, transparentes et régulières pour que l'ordre règne dans notre pays voisin, parce que nous n'avons pas d'animosité contre les Libyens. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ben Saada. Merci. Nous ne pouvons pas trouver meilleur mot de la fin. Donc, vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Hakim et Amin Zawi. J'en profite aussi pour remercier nos trois intervenants, Moukrana Touarabi, le docteur Ahmed Ben Saada qui était en direct depuis Montréal, et notre confrère et ami Mourad Slami qui était lui aussi en direct depuis Tunis. Nous vous remercions. Nous remercions également nos remerciements vont également au service multimédia d'Ifriqiya FM qui travaille tous les jours d'arrache-pied pour être à la hauteur de vos attentes. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.